En 1983, je savais une chose, c'est que j'avais 18 ans. Je savais une chose, c'est que je voulais pas partir en vacances avec mes parents. Et ils voulaient pas que je reste dans l'appart. Donc, il fallait que je trouve une solution. Et un jour, j'entends à la radio une annonce disant, parlant d'un chantier international de jeunes du monde entier. On devait être nourri, logé, et en échange de quelques heures de travail à Budapest. Et du coup, je note le numéro, j'appelle l'association et je dis je veux m'inscrire à Budapest. Et là, on me dit non, mais il y a plein de destinations, vous pouvez aller ailleurs. Venez à l'association. Et j'étais très timide, très très timide. Et c'était insurmontable pour moi d'aller à l'association. Donc déjà, j'avais tourné autour du téléphone longtemps. Et donc je dis non, non, moi je veux aller à Budapest. Budapest, c'est Budapest. Et du coup, ils m'ont inscrit. Et puis, on n'avait pas Internet à l'époque. Et ma mère rentre et je lui demande, maman, c'est où Budapest? Et alors, en Hongrie, waouh, en Hongrie, donc, dans un pays de l'Est, je croyais que c'était pas possible d'aller à l'Est. Le mur de Berlin, le rideau de fer, machin. J'avais aucune culture politique, je ne savais pas qu'on pouvait aller à l'Est. Donc, c'était une extraordinaire découverte. Et donc, voilà, je me retrouve à Budapest et avec notamment des Russes. Et les Russes, je parle avec elles, j'étais très, très heureuse de les rencontrer. Et elles me disent, oui, votre propagande capitaliste. Et alors là, je suis atterrée parce que comment ça, la propagande capitaliste? Moi, j'avais toujours entendu dire que la propagande, c'était communiste. Et donc, voilà, première découverte. Et puis, on a parlé. Et puis, peu à peu, j'ai compris qu'il y avait une propagande capitaliste, effectivement. Et ça a été une révélation qui a été très importante pour toute ma vie. C'est-à-dire que je me suis toujours souvenue que pour penser un système, il faut faire un pas de côté. Et donc, il y a eu enfin pour moi ça a été vraiment une chance intellectuellement, ça a été une chance de découvrir ça. Pour penser un système, il faut faire un pas de côté. Et il se trouve que tout aussi improbable que de rencontrer des Russes ou d'autres personnes de l'Est, il y avait une autre catégorie de personnes qui était improbable de rencontrer, c'était la lesbienne. La lesbienne cachée, non même pas cachée à l'époque, déjà pas trop cachée, Ben, un peu mais pas trop. voilà, bon. Et donc, tu es la première lesbienne que j'ai rencontrée. Et faut contextualiser, hein. À l'époque, on n'en parle pas, hein. Ça n'existe Non, pas. Voilà. Et en plus, j'avais eu une éducation un petit peu catholique. Et c'était bon, voilà, c'était un peu. Et grâce au fait que notre rencontre ait été à Budapest et que j'ai découvert que pour penser un système, bah, il faut faire un pas de côté. Et ben, je me suis dit, mais l'hétérosexualité, moi, je vais la penser en faisant un pas de côté, c'est-à-dire je réfléchir à partir d'une autre façon de voir, d'une autre façon de. Voilà, je t'ai posé plein de questions pour essayer de comprendre comment on pouvait être cette chose étrange qui était la lesbienne. Et plus je te posais des questions, et plus je me disais, serais-tu pas un peu comme ça? Ne serais-je pas un peu comme ça? Voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'avais envie d'évoquer comment on s'est rencontrés. Comment on s'est rencontrés? Ouais. On s'est rencontrés avant le chantier, en fait. Je sais pas si tu te souviens, mais Non. avant, il y avait une semaine d'échange linguistique au bord du Oui, Balaton. exact. Voilà. Le lac Balaton. Au lac Balaton. Moi, je me rappelle très bien que toi, tu étais tellement timide que tu étais tout le temps derrière en train de traîner et que tu voulais pas marcher avec les autres. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout derrière à pas pouvoir aller avec les autres, là? Et je vais pas la laisser toute seule quand même derrière. Oh, c'est gentil. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à discuter avec toi parce que tu traînais tout le temps derrière toute seule. Merci. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on a sympathisé. Et qu'après, la rencontre improbable, effectivement, d'une coincée catho Oui, qui était un peu bizarre quand même, hein, un peu très bizarre, qui débarquait de sa planète, bah, c'est-à-dire, je n'étais pas politisée. pas du tout Voilà. politisée, un Aucune peu culture sortie politique. d'une éducation catho et avec des trucs un peu bizarres, une manière de fonctionner un peu étrange. Voilà, pour moi, Ça n'a pas étrange. changé, mais ça. Voilà, mais bon, c'était original. Comme moi, j'aime bien l'originalité, du coup, ça a pu le faire aussi. Et puis, on s'est tellement bien amusé avec les Russes. Et les Russes qui ont aussi découvert que finalement j'étais lesbienne et que normalement j'aurais dû être dans un asile psychiatrique et qui ont arrêté de me parler après et qu'il a fallu faire l'intermédiation pour continuer à fonctionner avec eux. Alors qu'on s'amusait très bien jusqu'à ce qu'ils comprennent que
que je leur dise que finalement, bah, moi, j'ai faisais partie de cette catégorie bizarre-là, qui voulait mettre dans les hôpitaux psychiatriques. Et voilà, donc on a eu quand même des petites aventures intellectuelles et questionnantes, déjà. Ouais. Et nous, on s'amusait beaucoup à l'usine de tracteurs, à peindre des moteurs et à discuter de Oui, tout. non, mais on va peut-être pas tout Voilà. révéler. Parce que Voilà. Mais bon. Notre amitié date de 40 ans. Voilà. J'ai compté sur mes Nous, doigts. on n'est pas obligé de dire quel agenda. Hein. Non, on dit pas quel agenda. On dit pas Ça quel fait agenda. très longtemps, en fait. Voilà, ça fait très longtemps. On se voit Et pas après, on très est allé souvent. dans d'autres pays ensemble. Voilà, on est même allé en Allemagne de l'Est après. Ouais. Waouh. Et même en Tchécoslovaquie. Enfin, Et bon, même en Tchécoslovaquie, voilà. à Prague. On était... Mais par contre, moi, j'étais, contrairement à toi, qui était d'éducation, on va dire plutôt catho, un peu se questionner autour de la spiritualité, tout ça, que moi, j'avais pas du tout. Moi, j'étais d'éducation très coco, pas catho, mais coco. Et du coup, moi, j'étais hyper branchée par les pays de l'Est. Mais moi, je voulais vraiment aller voir comment ça marchait, comment ça fonctionnait par rapport à mon envie de participer à la construction d'un autre monde. Ouais, alors justement, est-ce que tu peux nous dire quel était ton rêve pour le monde à ce moment-là, à 18 ans? Et ben, à 18 ans, à 7 ans, j'étais déjà dans les manifs. Hein. Donc, mon rêve, moi, c'était de construire un monde où il fait bon vivre tous ensemble, où chacun peut développer son potentiel, où on repose pas sur un système capitaliste qui exploite les gens, mais où on profite tous de la richesse qu'on peut construire ensemble, et déjà sans exploiter la nature. Donc déjà, j'avais une conscience écologique que n'avaient pas trop mes parents, et j'avais envie de participer à la construction d'un monde où il fait bon vivre pour tous, mais donc en luttant contre le système capitaliste, a priori, puisque c'est de là que pour moi venaient beaucoup de nos problèmes. Mais du coup, j'ai commencé par aller voir dans les pays de l'Est ce qui se passait, que j'y croyais. Et puis en y allant, moi j'y allais vraiment avec une envie politique. Et j'ai découvert des manières de fonctionner qu'avec mon éducation communiste, mais un peu libertaire, un peu moitié anarchiste, ça le faisait pas trop quand même. Hein. C'était un peu trop liberticide. voilà, fallait suivre le modèle et plusieurs fois j'ai été en opposition avec les choix qui étaient faits par les dirigeants. Ça te convenait pas bien à ta personnalité? Non, ça n'allait pas du tout avec ma personnalité. Créatrice, très ouverte et provocatrice aussi, en plus donc de faire ce que je veux quand j'ai envie et puis ce que je trouve bien à faire ensemble avec les autres. Et quand il y avait quelque chose que je trouvais pas très logique, pas très émancipateur pour tous, qui allait contre l'émancipation, ben, ça me révoltait de toute façon. Donc le système ne m'a pas forcément convaincu. Puis comme j'ai pu parler allemand, tout ça, j'ai pu rencontrer des gens, vraiment échanger avec les locaux, comme on dit, et puis me rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Et que les gens étaient emprisonnés par le système en eux-mêmes. Il y a plein de choses qu'ils n'osaient pas faire. Donc du coup, au départ, tu crois en un système et puis tu vas voir de près et ça le fait pas. Alors, pourtant, tu as le même rêve. Du coup, qu'est-ce que tu as fait pour ton rêve, pour le réaliser? Pour essayer de construire ce monde. Du coup, j'ai continué, mais on va dire plus sur une piste particulière qui était m'intéresser à l'alimentation, voir comment on pouvait changer le système alimentaire. En quoi c'était important, ça? Parce que l'alimentation, c'est la base, en fait. Hein. Tous les jours, on mange, c'est ce qui nous construit aussi. Et moi, ce qui me révoltait au départ, c'est pour ça que j'ai choisi de m'orienter vers la production alimentaire dans mes études, c'est que les gens mangent pas à leur faim, crèvent de faim, littéralement crèvent de faim. Ça, je trouve ça complètement inadmissible. Et donc, j'ai envie de m'investir. J'ai entendu parler de René Dumont quand j'étais au lycée. Ouais, j'en ai entendu parler aussi, et pourtant, moi, j'étais dans les lycées de bourgeois. Bah, moi, j'étais dans le lycée de bourgeois aussi. Hein. C'est vrai qu'il il disait celui-là, il n'est pas intéressant. Voilà, finalement, il s'est présenté aux élections présidentielles, tout ça, mais moi, je ne le connaissais pas à cette époque-là. Je l'ai connu après par une prof de bio qui voyait que je m'intéressais à ces questions. Et qui m'a dit, ah, vous devriez lire ce livre. Elle m'a prêté un livre même qui racontait l'histoire de la vie de René Dumont. Du coup, ça m'a vraiment intéressée sur l'agronomie tropicale, et je voulais m'orienter là-dedans. Mais par les rebondissements, je me suis retrouvée à faire classe prépa, et du coup être orientée vers une école d'agroalimentaire. Donc je suis partie j'ai un peu dévié, et je voyais pas que ça allait être aussi différent que l'agronomie, donc la production de la matière première agricole,
qui permettait d'aller travailler dans les pays du Sud éventuellement, alors que l'agroalimentaire, bah, c'était beaucoup plus éloigné. Et à l'époque où j'ai fait ça, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas d'intérêt en fait pour permettre aux paysans du Sud de monter leurs propres unités de transformation et monter des usines et, voilà, et pouvoir assurer l'organisation de leur filière. C'était pas encore d'actualité. Ça l'est devenu aujourd'hui, donc un peu 30 ans après. Donc j'étais un petit peu trop en avance encore. Voilà. Beaucoup de choses que j'ai fait, en fait, je les ai fait trop tôt par rapport aux possibilités de mise en œuvre des actions. Et de compréhension de ce que tu cherchais à faire. Oui, et moi, c'était clair pour moi, en fait. Donc moi, je voulais contribuer à la lutte contre la faim dans le monde. Et pour moi, la base, c'était que les producteurs, ils puissent maîtriser bah, leur potentiel de production, développer leur potentiel de production, donc ce qu'on appelle l'agroécologie aujourd'hui, sans avoir à dépendre des engrais chimiques, tas de trucs qu'on va importer et qu'on va donner, enfin qu'on va imposer aux agriculteurs pour faire marcher l'agrobusiness. Et du coup, qu'ils soient au maximum autonomes avec ce qu'ils ont sur place, qu'ils puissent s'organiser collectivement pour avoir plus de possibilités d'accéder à du petit matériel, enfin plein de choses dont ils ont besoin quand même. Et puis derrière, Donc ça, transformer. c'était le projet. Derrière, ouais, c'était le projet, et derrière, transformer leur production D'accord. pour accéder eux-mêmes directement au marché. Ce qu'ici, on appelle aujourd'hui la production fermière ou la production, la vente directe. Ok. Donc ça, c'était ton projet. Est-ce que tu as pu réaliser ça? Alors, bah, j'ai pu faire une école d'agroalimentaire. Derrière, j'ai pu 2 ans après enchaîner sur revenir à mes amours premières, c'est-à-dire agronomie tropicale. Donc, grâce à ça, j'ai pu partir au Brésil, apprendre le portugais. J'ai pu travailler au Guatemala avec des femmes kitschées dans les montagnes, apprendre l'espagnol aussi, découvrir d'autres mondes hein, complètement différents, bah, partager en fait, vraiment, j'ai partagé la vie des gens et de gens qui vivent de très peu, quoi, qui sont vraiment dans la galère. Et qu'est-ce que tu as pu réaliser alors? Alors, ben, par exemple, du coup, j'ai essayé de travailler avec les paysans sans terre au Brésil. Ouais. Et là, c'était sur la mise en place d'unités de transformation, mais à échelle plutôt industrielle. Or, à l'époque, le MST, donc le Mouvement des paysans sans terre, était l'ennemi public numéro 1. Donc, c'était quand même assez compliqué. J'étais dans l'état de São Paulo, donc l'état le plus développé du Brésil. Et quand j'ai cherché un soutien, j'étais sans papier là-bas, en fait. Enfin, j'ai été comme touriste. J'ai travaillé avec eux, donc sans statut, parce que je les avais rencontrés à Paris, ils étaient venus en tournée, j'avais aidé à la traduction, et j'avais fait contact comme ça avec eux. Ils étaient intéressés pour avoir un ingénieur agroalimentaire pour travailler avec eux, puisque là-bas, les ingénieurs agroalimentaires, en fait, travaillaient pour Nestlé, Coca-Cola, compagnie. Ils étaient tous issus de la bourgeoisie et pas du tout intéressés pour travailler avec les sans-terre. Enfin, il y a une personne que j'ai rencontrée comme moi, ingénieur là-bas, agroalimentaire brésilienne, avec qui on est resté en contact, mais c'était les exceptions qui confirment la règle. Bref, j'ai pu commencer à travailler sur la mise en place de formations pour les techniciens agricoles, pour qu'ils puissent travailler sur la transformation. Et puis après, j'ai jamais pu avoir de statut qui me permette de revenir. Il n'y a pas de visa. J'ai pas eu de visa, et quand j'ai cherché une association de soutien en France, en fait, personne n'était intéressé pour m'envoyer travailler avec les Brésiliens à São Paulo en agroalimentaire, parce qu'à l'époque, ils travaillaient dans le Nord-Est, ils travaillaient avec les pauvres, les miséreux, et pas ceux qui étaient dans les zones les plus riches. Et ils voyaient pas l'intérêt de travailler sur l'agroalimentaire. Ils avaient des financements pour autre chose. Voilà. Bref, je te dis, j'étais un peu trop en avance sur ces questions-là. Bref, donc du coup, je suis, en attendant, j'étais partie en Thaïlande avec une chérie, en attendant mon visa pour le Brésil, que je n'ai jamais eu. Et donc, quand je suis rentrée en France, je raconterai après, mais je me suis installée à mon compte. Ah bah raconte-nous. Non, mais tu me dis qu'est-ce que j'ai fait? Je veux juste te dire que quand j'étais au Brésil, à Cuba, j'ai réussi à aller à Cuba donc en 94. La situation était super compliquée. Et j'ai cherché là-bas des alliés pour pouvoir développer justement l'appui à la transformation à petite échelle en milieu rural. Donc j'ai trouvé un ingénieur dans un institut de recherche qui voulait aussi travailler sur la conservation post-récolte, c'est-à-dire ne pas perdre les fruits, les légumes, tout ça après la récolte, quand il y en a beaucoup à un moment donné, mais qu'il n'y a plus de camions pour les emmener vers les villes pour les vendre, en fait ça se perdait sur pied, quoi.
Donc l'idée c'était de récupérer ces fruits, de les transformer en jus, en purée, voilà, monter une petite unité de transformation. Donc moi j'ai monté tout le projet. J'ai trouvé un financement avec le Secours populaire à l'époque, qui fait des soutiens à différents pays au niveau international. Et donc ils ont financé l'achat de petits matériels pour monter une unité de transformation dans la coopérative qu'on avait ciblée avec ce chercheur. Et du coup, a pu se monter après. Après, je suis repartie au Brésil, donc c'est pas moi qui ai monté ce projet finalement, qui n'ai pas suivi la finalité. Monter une petite unité de transformation dans une zone rurale un peu éloignée. Voilà. Donc, on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Ma seule grosse déception, là, c'est des trucs qu'il faut apprendre aussi avec la vie, c'est que à Cuba, la situation était très très compliquée, est toujours très très compliquée. Et donc, la plupart des personnes, en plus de leur travail, ont autre chose derrière la tête, c'est-à-dire comment s'assurer un moyen de survie correct. Et donc, cet ingénieur avait autre chose derrière la tête que simplement de monter des unités de transformation et d'aider les autres, les agriculteurs à s'en sortir. Lui, il avait derrière la tête aussi de récupérer cette machine, de la valoriser dans son labo, de l'étudier, de la revendre. Là j'entends un truc qui me semble important, c'est comme si finalement, pour réaliser nos rêves, pour créer le monde dont on rêve, les conditions matérielles sont un critère essentiel en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a une telle pauvreté que tu me disais une fois, ils vivaient pas de leur salaire. Et il y a une telle pauvreté que du coup, il faut magouiller, à Cuba, il faut magouiller tout le temps. Voilà. Et du coup, c'est comme si tu peux pas, si toi t'as un idéal, tu veux faire des choses concrètes pour atteindre cet idéal, sauf que les conditions matérielles dans la population sont telles que ça fait obstacle en fait. Oui, parce que chacun est dans sa survie personnelle et trouver des avantages. Ils peuvent pas être dans la perspective. Ouais. Enfin, ça a deux perspectives. Si, ils sont à la fois dans la perspective de servir leur pays, si on peut dire, parce que c'est quand même l'objectif d'un État socialiste normalement, et des travailleurs de l'État socialiste. Sauf qu'ils sont à un tel dénuement matériel qu'ils en arrivent à être d'abord passer en priorité leurs intérêts personnels, donc ça veut dire que la toute première condition, c'est d'avoir les moyens en fait. C'est lutter contre la pauvreté. Oui, c'est lutter contre la pauvreté, mais là, en l'occurrence, ils sont cernés par un blocus. Le monde soviétique s'était effondré, donc il n'y avait plus de soutien à l'international. Ils étaient en train de reconstruire leurs liens économiques avec le reste du monde, de créer une alternative. Là, c'était la situation la pire dans les milieu des années 90. C'était la situation la pire, en fait, à Cuba. Et donc, moi, je suis tombée, peut-être encore, je suis pas tombée forcément au beau moment. Parce que maintenant, on va dire 15 ans après, effectivement, il y a des projets de soutien à la transformation à petite échelle, transformation artisanale, aussi bien de producteurs en direct que de groupements de producteurs. Les coopératives vont évoluer, il y a des nouvelles coopératives, des nouvelles formes qui ont pu se mettre en place. Et du coup, aujourd'hui, à Cuba, il y a de la transformation à petite échelle qui s'est installée un peu partout. En fait, tu avais une offre à un moment où il n'y avait pas de demande. C'est ça, exactement. Moi, j'étais trop en avance, en fait, par rapport à ce que j'avais envie de faire. Il n'y avait pas de demande et de soutien. Voilà, le Secours populaire avait soutenu, mais localement, il y avait une demande potentielle. Si cet ingénieur-là avait été dans une véritable perspective de développement global, en fait, s'il avait vraiment fait son boulot, on aurait pu faire plein de trucs. Parce qu'après, on aurait pu trouver de l'argent ailleurs et tout ça, si le modèle avait marché. D'accord. Voilà. Donc, du coup, t'es partie? Parce que... non, je suis pas partie, c'est qu'il m'a jamais rappelé. Moi, j'étais partie au Brésil entre-temps. Voilà. En fait, entre-temps, j'avais négocié un autre stage, enfin, autre chose, et je suis partie travailler dans le sud du Brésil avec une association franco-brésilienne qui s'appelait Holos, sur le développement d'une petite unité de production, donc bananes et cœur de palmier, dans une zone qu'on appelle de protection environnementale. C'est comme un parc régional, en fait, ici. Et donc l'idée, là, c'était que les producteurs à qui on interdisait tout, parce que c'était devenu une zone protégée, de pouvoir leur permettre de vivre, continuer à vivre dans leur zone, donc en produisant de manière durable des bananes et puis
les palmiers aussi, enfin la gestion durable de la forêt dans laquelle il y avait des palmiers, et des palmiers pour faire les cœurs de palmiers, et puis de monter une unité de transformation sur place pour que leurs bananes ne partent pas à bas prix vers les villes, où il y avait personne qui venait les chercher parce qu'il y avait 70 km de piste, donc de pouvoir transformer les bananes sur place. Et ça s'est fait. Abouti, ça. Ouais. Ça aboutit, Ça ouais. abouti. Ça aboutit, et du coup, des années après, j'ai su que finalement, ils avaient travaillé en commerce équitable avec les Suisses. Voilà, la fac a continué à travailler avec eux. Ils ont envoyé pas mal d'étudiants. Du coup, ce projet-là a vraiment abouti, et ça a permis au moins localement. Alors, moi, j'ai travaillé là-bas et c'était assez épique, puisque au Brésil et dans les zones pauvres, il y avait beaucoup d'églises évangéliques. Et donc, tu devais aimer ça. J'adorais ça. Donc là, j'étais en plein conflit permanent. Et dans la mesure où je travaillais avec celui qui était devenu le futur directeur de la mini-usine qu'on a montée, enfin la petite unité de transformation qui a été construite par les paysans eux-mêmes, en fait. Hein. Moi, j'avais fait des plans, ils ont construit le bâtiment, puis derrière, on a travaillé sur la formation, la mise en place d'un séchage de bananes, tout ça, avec la fac aussi, là-bas, localement. Et bref, celui qui dirigeait ça, c'était le pasteur de Deus et Amor. Dieu est amour. Ouais. Et donc pour lui, c'était inadmissible que les femmes dirigent. Les femmes, elles sont là pour soutenir leur mari, faire des enfants, porter la jupe, et voilà. Donc avec une lesbienne en face, on avait des discussions. Une lesbienne pas planquée en plus. Ouais, une lesbienne un petit peu pas trop planquée. Enfin, je sais plus si à l'époque vraiment je l'avais vraiment affiché, mais en tout cas j'étais bizarre pour eux, c'est sûr. Je prenais beaucoup trop de place et je m'affirmais beaucoup trop par rapport au grand chef. Donc on avait des discussions devant tout le monde, publiquement, où je lâchais rien, quoi. Ouais. Et tu lâchais rien du coup. Mais il m'aimait bien, ça a plutôt bien, évolué. En fait. Ça leur a permis d'évoluer un peu, ou alors toi, ça t'a mis des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que ça a fait? Non, en fait, ça n'a pas trop gêné, Ça n'a pas trop finalement. gêné finalement. Non, non, parce que moi, j'essayais quand même de pas non plus être dans un conflit qui empêche le travail, en fait. Hein. L'idée, c'était d'avoir des conflits constructifs. Mais disons que je précisais bien que voilà, les femmes étaient l'égale de l'homme, qu'on avait un cerveau comme les hommes, et que voilà, ils fonctionnaient tout aussi bien, qu'il fallait partager les tâches. Mais bon, comme c'était moi qui étais la responsable du projet, si on peut dire, sur la partie transformation, il fallait travailler avec moi. Il n'y a pas tellement de choix. J'ai profité des obligations. Voilà, mais je ne suis pas restée si longtemps que ça, finalement. Je suis retournée 2 fois sur ce projet. Il y a pas mal de monde qui s'est succédé. Mais ça, on peut dire que c'était quand même... C'est une réussite. Ouais, je pense que c'était quand même une réussite. Ok. Après, t'es partie en France, t'es revenue en France? Et après, donc, c'est quand après j'avais rencontré les paysans sans terre. Après encore. Et encore après, là, j'étais à Paris quand j'ai eu besoin d'accompagner une tournée de responsables des paysans sans terre qui venaient rencontrer des associations sur Paris, et que je ne sais plus comment j'ai été contactée. Enfin, comme je parlais couramment portugais, brésilien, j'ai proposé de les accompagner, de faire les traductions. Et là, on a sympathisé, et puis on a vu que par rapport à mes compétences et ce que moi j'avais envie de développer, et ce qu'eux ils cherchaient, là, voilà, on pouvait se trouver. Et donc, je suis repartie, travailler avec eux en direct, mais payé directement par eux. Sauf que j'avais pas le droit, logiquement, de travailler là-bas, et que ils pouvaient même pas me payer, logiquement, puisque ils étaient même pas dans leur comptabilité, tout ça était un peu pas tout à fait aux normes, donc c'était très compliqué. Pas du tout pour travailler ensemble, mais juste pour être là-bas légalement et pouvoir fonctionner. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, c'est quand même un peu risqué, donc il faut revenir avec un cadre qui me permet de m'investir dans la durée. Ok. Voilà. Et tu l'as trouvé? Et ben non. Eh ben non. Donc je suis partie, entre-temps, j'avais rencontré aux premières rencontres de l'ILGA, donc International Lesbian Gay Association. L'ILGA, la première fois qu'ils sortaient des pays occidentaux, États-Unis, Canada, Europe, ils sont allés à Rio de Janeiro. Et il se trouve que je faisais partie d'une association gay lesbienne sur Cochiba, là où j'étais investie dans le sud de la ville, et qu'on a pu du coup participer à cette première rencontre de l'ILGA qui avait lieu à Rio.
Donc là, je suis allée. Et là, je suis tombée sous le charme d'une Thaïlandaise Oui. qui représentait son association. Voilà. Je te rappelle juste qu'on essaye de voir ton rêve pour le monde et peut-être on va essayer de... Ben, mon rêve pour le monde, c'est qu'on puisse se rencontrer de partout. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, mon rêve pour le monde, ça a toujours été l'aventure. Moi, mon aventure individuelle, rencontrer le monde, découvrir le monde, comprendre comment on fonctionne et la fraternité universelle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, Donc, je me disais, là, moi, je cherche à te poser des questions politiques, mais finalement, l'amour est politique, évidemment. le sexe, effectivement, est politique. Si tu dis que tu peux aimer une personne de n'importe quelle origine, c'est pas... Au contraire, même à la limite, bon, moi, à la limite, la différence m'intéresse, m'attire. C'est même un peu... Moi, je suis xénophile, en fait. Et c'est un projet politique aussi, Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ça se Bon. traduit dans ma vie, on va dire, personnelle, amoureuse. Et comme cette vie-là m'a quand même orientée vers certaines zones, ça, il y a le chemin politique, le chemin professionnel, et puis il y a le chemin amoureux qui fait que ta vie, tu l'orientes dans un sens ou dans un autre. Tu pars sur un chemin ou dans un autre. Donc, je t'ai un peu interrompu là. Du coup, tu as rencontré cette Thaïlandaise. Voilà, donc j'ai rencontré cette Thaïlandaise. Et du coup, je suis partie attendre mon visa pour aller au Brésil en approfondissant ma connaissance, ma découverte de ma Thaïlandaise et de la Thaïlande. Ouais. Voilà, donc j'ai passé 6 mois en Thaïlande. Et comme finalement je n'ai pas pu avoir de visa, je suis rentrée en France et bah, il a fallu voir qu'est-ce que j'allais faire. Et ouais. Et toujours très forte du projet. Et Du toujours, projet de changer le monde. bah, toujours envie de changer le monde et changer aussi le système alimentaire. Ouais. Et comme le système, les déséquilibres mondiaux du système alimentaire, il est lié à la place des pays riches, la manière dont on s'est approprié, on s'approprie le monde, les richesses du monde, je me suis dit, bon, bah, j'arrive pas à aller travailler dans les pays, j'arrive pas à aller travailler ailleurs. Là où, pour moi, ça a un vrai sens politique, c'est-à-dire de travailler avec ceux qui veulent transformer le monde aussi, donc les paysans sans terre, le Cuba, enfin voilà, dans des endroits où ça avait du sens pour moi. Ouais. Cette action n'est pas juste aller travailler dans un pays de développement avec des pauvres parce qu'ils sont pauvres et parce qu'il faut faire quelque chose dans tel village, là, alors voilà, on va aider là-bas. Non, c'était l'idée de collaborer, d'apprendre ensemble et de faire ensemble. Et de construire un projet politique alternatif, vraiment, quelque part. Et les paysans sans terre, pour ça, ils étaient exemplaires. Cuba aussi était exemplaire. Donc, il s'agissait aussi d'apprendre d'eux. D'apprendre d'eux, faisant avec eux, quoi. Et de me sentir à l'aise, enfin, m'intégrer complètement dans la population. Donc, c'est pour ça que je suis pas non plus allée en Afrique noire. Je me suis pas sentie finalement, alors qu'au départ, j'avais fait ça pour partir plutôt au Burkina Faso, enfin, dans des pays d'Afrique noire où je voyais qu'il y avait vraiment des graves problèmes d'accès à une alimentation pour tous. Mais je pense, après coup, que pouvais me fondre dans la population brésilienne, je pouvais me fondre dans la population cubaine, mais je ne pouvais pas me fondre dans la population d'un pays africain. Enfin, après, j'en ai pas eu l'expérience finalement. Je m'entends très bien avec des responsables agricoles de différents pays africains qui viennent nous rencontrer dans le cadre d'une campagne qu'on coordonne, qui s'appelle Alimentaire. Donc je sais que a priori je me sentirais bien. Mais comme là-bas on est perçu par rapport à des projets qui sont envoyés comme le porteur du projet face à des gens qui sont plus ou moins démunis, je voulais pas me retrouver dans cette situation-là. Je voulais être dans des situations où je participe à l'égal des autres. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de pas repartir, essayer de repartir, et que je me suis concentrée sur essayer de contribuer à partir de la France à la construction d'un système alimentaire plus juste. Alors, qu'est-ce que tu as fait à partir de la France? Alors, quand je suis rentrée, eh ben, j'étais déjà trop vieille. Ah oui. Parce qu'il y avait les emplois jeunes. Ah. Et j'avais déjà dépassé l'âge des emplois jeunes. Donc, tous les boulots que je voulais faire, c'est-à-dire soutien au développement de la filière bio, toutes les associations quoi, qui pouvaient embaucher, à l'époque, elles embauchaient que des jeunes. Enfin, à moins de 30 ans. Alors, évidemment, pour les emplois jeunes, c'est des emplois précaires. J'ai juste envie de faire une... Pas forcément précaire, non, c'était des emplois pour justement que les jeunes puissent accéder à l'emploi. Ouais. Donc, en finançant, en fait, le travail. Enfin, en tout cas, aidant. Pas super bien payé. Ce que je voulais dire, c'est que on entend maintenant, là encore, tu étais en avance. C'est-à-dire qu'on entend maintenant là, des jeunes
ingénieurs ou autres qui sortent de grandes écoles et qui disent on va pas faire tout à fait comme ils nous ont appris, qui sont en conflit idéologique. Et ben toi, en fait, tu es sorti d'une école d'ingénieur et t'as pas fait Ah, mais tout de suite. voilà, tout de suite. Tout de suite. C'est-à-dire, en fait, tu aurais pu faire une carrière, tu aurais pu avoir du pognon, hein, tu aurais pu être bien payé, tu aurais pu. Et en fait, tu as J'ai été. refusé. Voilà, tu as refusé. Tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mon mémoire de fin d'études, on devait faire un mémoire en recherche, en école d'ingénieur en agroalimentaire. Donc, et moi, ça m'intéressait pas, a priori, la recherche. Mais par contre, je voulais apprendre la langue de l'ennemi. C'est-à-dire, Alors, c'est qui l'ennemi de ce là les États-Unis, Ah, forcément. ouais. Ah, bah oui. Dans ma culture communiste, Dans ta c'était les culture. États-Unis. Donc, j'avais été voir les pays de l'Est. Ouais. Et là, ils n'ont pas voulu me laisser partir à Cuba. Alors, j'ai dit, bah non, je peux pas aller à Cuba faire mon stage de fin d'études. Donc, eh ben, moi, je vais aller, au moins faire quelque chose d'utile. Je vais aller apprendre la langue de l'ennemi et D'accord. de voir de l'intérieur. Ouais. Donc, je suis partie aux États-Unis. Et comme je voulais aussi découvrir la culture Donc l'ennemi capitaliste, homosexuelle, hein, c'est pas. En l'ennemi fait, capitaliste, c'est en termes de bien sûr. système hein, que tu parles d'ennemi, c'est pas en termes d'individu. Bien sûr que non, puisque j'y allais aussi pour découvrir le monde homosexuel, enfin lesbien, homo, enfin gay, tout ça, en Californie, parce qu'il n'était pas question que j'aille ailleurs aux États-Unis qu'en Californie. Donc je suis allée, j'ai cherché une université et je suis allée à Davis, UC Davis, California. J'ai pu apprendre la langue de l'ennemi et voir comment marchait ce système-là. Et j'ai tellement bien vu, et c'était tellement quand même assez fonctionnel par rapport à ma manière de me comporter, d'envisager le travail, c'est-à-dire que j'allais au laboratoire faire mes travaux là, le soir, la nuit, enfin quand ça m'arrangeait, et parce qu'on avait des clés du labo, en France on m'aurait jamais donné, et la journée j'allais à des conférences, j'allais à des cours, enfin je faisais plein de trucs pour m'instruire et pour en apprendre plus, profiter de l'opportunité qui m'était offerte. Et là j'ai découvert des trucs, j'ai halluciné. Par exemple, une huile, ça m'a vraiment marqué. Ils ont créé une graisse qui avait une texture, non, une constitution de fibres. Donc c'était une texture de graisse, mais sous forme de fibres, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas assimiler. Donc c'était un gras magique, puisqu'on allait pouvoir faire tout un tas de produits avec du gras qui ne me faisait pas grossir, qui n'allait pas faire grossir. Mais c'était révolutionnaire. Il devait y avoir d'autres inconvénients par contre. Voilà, donc ils nous ont présenté en fait les études toxicologiques qui étaient menées pour pouvoir mettre ce gras sur le marché. Moi, j'ai assisté à ça et j'étais pétrifiée, quoi. Atterrée. Ils avaient tué des milliers, évidemment, de rats, de chiens. Ils ont tué même des singes, en fait, tout ça pour faire des tests. Et je me disais, mais c'est complètement hallucinant, leur truc, là. Ça change complètement la perception de l'alimentation qu'on va avoir. C'est fou, quoi. On peut pas autoriser un truc pareil. Et pour eux, c'était juste, ah, mais c'est génial, on va voir comment on y arrive et tout. Mais bon, c'est compliqué, on nous demande tout ça, là, là, là. Bon, finalement, ça s'appelait Olestra. Finalement, ça a été autorisé à la fin que pour des frites, des chips. Heureusement. Mais ça m'a complètement pétrifié. Ouais, j'ai halluciné du système qui était là-bas. Et là-bas, on était déjà, donc en 89, on était déjà avec un système, la Biocop, enfin COP bio, pour les gens qui voulaient manger quelque chose à peu près normal. Et le reste, c'était supermarché avec des produits ultra transformés. Il n'y avait pas de pain, enfin, il n'y avait que du pain de mie avec 20 ingrédients. Il n'y avait que notre alimentation du futur. Hyper industrialisée, hyper chimique. Et on voit aujourd'hui le résultat sur la population états-unienne, qui est en situation d'obésité massive, mais liée directement à l'alimentation de mode de vie. Enfin, l'alimentation du futur, si on les laisse faire. Oui, si on les laissait faire. Donc là, on se bagarre actuellement justement là-dessus. Faut pas lâcher, mais moi, je l'ai vu tout de suite. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'ai dit non, mais moi, pas question que je travaille pour ce système. Je ne contribuerai pas à cette chose. Par contre, je vais travailler, ce que j'aimais déjà avant, c'est-à-dire sur le développement du bio, de l'agriculture bio et des produits alimentaires transformés en bio. Parce que transformer, ça veut juste dire qu'on conserve des produits alimentaires de base, des matières premières agricoles, qu'on les fait durer dans le temps. On les transforme pour faire du fromage, pour faire tout un tas de produits qu'on avait déjà avant. Même des biscuits, on peut faire des biscuits et les garder, mais pas avec 20 ingrédients. Un biscuit, c'est 4, 5, 6 ingrédients, comme on ferait à la maison. Voilà, ça s'appelle un produit normalement transformé et un produit ultra transformé.
C'est un produit dans lequel on a tout un tas d'ingrédients inconnus au bataillon dans les familles et qui permettent de recréer un aliment qui va plaire. Et c'est ce que j'ai appris à faire en école d'ingénieur. Donc, en ajoutant tout un tas d'additifs pour la texture, la couleur, la conservation, tout Et qui sera en réalité toxique. Qui, en réalité, en accumulant tout un tas de produits, de petits éléments, en fait, qui ont un impact sur le corps, mais qu'on maîtrise pas forcément bien, l'accumulation de ces différents molécules vont faire un cocktail potentiellement hautement toxique. Okay. Dans la durée. Ça t'empoisonne pas tout de suite. Ouais. Mais, voilà. Alors qu'est-ce que tu as fait? Bah, du coup, quand je suis rentrée, concrètement, je suis repartie dans mes chantiers de jeunes. Ah, y retourner? Et tu m'as pas emmené. Bah, du coup, je suis investie dans les chantiers de jeunes. Je suis allée faire une brigade de solidarité au Nicaragua. Où là, c'est là que j'ai vraiment participé et rencontré la misère. Là, vraiment, des gens qui étaient vraiment... Oui, en fait, je voulais partir avec toi, je me souviens. Et ma mère m'a dit, mais parce que je lui dis, t'inquiète pas, on sera protégé par l'armée sandiniste. Et elle m'a dit, mais t'es complètement fou, on va faire ça. Donc ma mère a eu trop peur. Et du coup, Tu as raté cette occasion extraordinaire. Oui, oui. Bah, moi, du coup, j'ai rencontré les gens dans les bidonvilles. J'ai été partager des moments de vie avec eux. Et j'ai vraiment... Et là, je me suis mis un peu à l'espagnol. C'était avant de faire mes stages d'agronomie tropicale. Mais du coup, c'est là où je me suis mis à l'espagnol et j'ai rencontré les gens qui me disaient, mais non, mais l'homme, il descend pas du singe. Vous avez vu des hommes qui descendent des arbres, hein? Non. Enfin bref, Oui, la côte d'Adam. essaye de rester un peu focalisé. Oui, parce que là, ça part un peu dans toutes les directions. C'est vrai que tu es allé dans toutes les directions, mais est-ce que c'est possible? Là, on était, t'es revenu en France. Voilà, on est revenu en France. Donc en France. Et qu'est-ce que tu as fait en France, riche de toute cette expérience déjà, en te disant, bon, j'arrive pas à travailler dans les pays... Et donc, tu reviens en France, et là, tu te dis, bon, je vais essayer de faire quelque chose ici. Voilà. Et ben du coup, je me suis mise à mon compte pour pouvoir faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire du soutien aux filières de qualité en France, et puis l'éducation à l'alimentation durable, qu'aujourd'hui on appelle l'alimentation durable, qu'à l'époque on n'appelait pas. Donc, mais c'était faire réfléchir à qu'est-ce qu'il y a derrière notre assiette, inciter les gens à se poser des questions sur ce qu'ils mettent dans leur assiette et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur et citoyen pour contribuer à la transformation de notre système alimentaire. Voilà. Donc aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais ça, c'était en 2000. Ouais. Donc, ce que j'ai pu faire pendant une dizaine d'années où j'ai été à mon compte, c'est, entre autres, développer toute l'accès aux produits bio, donc aux repas bio dans la restauration scolaire. C'était genre la première fois. Non, alors moi je me suis formée avec les CIVAM, donc j'avais trouvé qu'il y avait une formation là-dessus dans le sud de la France, et j'ai réussi à négocier avec Pôle emploi à l'époque, enfin, l'NPE à l'époque, pour pouvoir faire cette mini-formation d'une semaine. Ouais. Et grâce à ça, après, j'ai refait une formation en bio sur Clermont-Ferrand, et en stage final, j'ai fait une étude que j'ai réussi à faire sur le bio avec le conseil départemental sur le développement du bio en restauration scolaire. Et après, j'ai pu vendre mes services à l'association locale qui était Auvergne Biologique pour développer en fait l'expérimentation et puis après faire monter le système, faire monter en puissance en fait le système. Et sur 7 ans, on a réussi à développer petit à petit en fait la production. Et oui, c'est une des premières régions qui a pu mettre en place une plateforme logistique d'approvisionnement de la restauration collective en produits bio régionaux, donc qui existe toujours, qui s'appelle Auvergne Bio Distribution. Ok. Donc ça, c'est une de tes réussites, ça. Oui, parce que là, j'étais au four au moulin, j'étais un peu tout fait, et progressivement, j'ai été déchargée des différentes fonctions que j'avais prises pour, voilà, parce que ça prenait de l'ampleur. Et puis ça s'est arrêté, quand il me restait plus que des animations à faire dans les établissements scolaires où les jeunes n'avaient pas grand-chose à faire. Voilà. Et en parallèle, donc, en 2005, on a créé une association qui s'appelle Anis Étoilé, qui existe toujours, donc avec d'autres personnes, dont
Nathalie Grégoris, qui est toujours ma collègue. Et parce qu'après, je suis revenue et j'ai fini par travailler pour Anis Étoilé. Mais donc, on a créé cette association en 2005 avec un petit groupe de gens motivés sur l'éducation à l'alimentation saine et responsable. Et du coup, ça a débouché sur la création d'un poste un an après, 2006, de Nathalie Grégoris. Et moi, j'ai travaillé de plus en plus. Au départ, une partie de mes activités d'éducation est passée à Nice Étoilée. Et par la suite, moi, j'ai travaillé de plus en plus à développer des projets en lien avec Anis Étoilé. Quand je travaillais moins pour la restauration collective, j'ai travaillé plus pour Anis Étoilé. Et progressivement, en fait, les activités que j'ai faites ont été complètement reprises par Anis Étoilé. Concrètement, Anis Étoilé, ça faisait quoi pour ton rêve? Ton rêve pour le monde, ça faisait quoi? Concrètement, Anis Étoilé, donc Anis Étoilé, ça veut dire agriculture, nutrition, interculturelle, solidarité. Approche globale de l'alimentation. Donc concrètement, c'était un outil qu'on a construit avec d'autres pour pouvoir mettre en œuvre tout un tas d'actions éducatives pour faire réfléchir à l'alimentation aujourd'hui, comment on s'en empare comme un sujet politique de transformation de la société. Et du coup, en ayant accès à des financements publics, parce que c'était une association, on a pu investir et intervenir dans plein de milieux différents. Et par exemple, on a mis en place des diagnostics de territoire alimentation durable en 2010, 2011, 2012, avant les PAT, les plans alimentaires, les projets alimentaires territoriaux. Nous, on a fait ça bien avant, en fait. On avait commencé à réfléchir là-dessus et à l'échelle d'un territoire, comment on fait pour réfléchir au changement du système alimentaire à l'échelle locale. Concrètement, qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce que vous avez fait changer? Nous, je sais pas si on a fait changer des choses. À l'échelle individuelle, il y a des gens qu'on a rencontrés dans les centres de vacances, par exemple, où on faisait des semaines thématiques alimentation durable, donc avec le comité d'entreprise EDF, enfin la CCAS, qui était gérée par la CGT à l'époque. Donc c'est pas du tout EDF, c'est bien le comité d'entreprise. On avait des semaines dans les centres de vacances thématiques alimentation durable, et on a rencontré des personnes dans d'autres. Enfin, comme on a tourné sur plusieurs années, on a retrouvé des personnes dans certains centres qui nous ont dit ah bah là la semaine qu'on a passée avec vous, ça nous a fait tilter, on a changé notre manière de consommer. Voilà, c'était le truc qu'il nous fallait pour commencer à réaliser que on pouvait fonctionner autrement. Donc finalement, vous aviez un impact au niveau des individus. Voilà, on avait des impacts au niveau des individus. Je ne sais pas dans quelle mesure, puisqu'après, derrière, à chaque fois, on a eu des financements pour les financements publics. Après, on a toujours eu des financements pour créer des outils, pour mutualiser. Mais comme on ne suit pas les personnes, après, on n'a pas de financement pour suivre les personnes, par exemple. On a pu en croiser par-ci par-là. Donc, tu ne peux pas mesurer l'impact. On ne peut pas mesurer l'impact. Et puis, c'est un truc qui se fait dans le long terme. C'est pas quelque chose, tu vas faire un atelier cuisine avec une personne, c'est pas révolutionnaire tout de suite. Non. Ça lui met la puce à l'oreille, elle se pose des questions, tout ça. Si tu la revois, tu fais plusieurs choses avec, t'as le temps de creuser. Finalement, t'as eu une action, on dit depuis le début que t'es en avance, t'as eu une action qui fait partie d'un mouvement et on peut pas évaluer ton action à toi, ton impact à toi, mais tu sais que tu participes, quoi. Voilà. Donc nous, on contribue avec Anis Étoilé, on contribue à cette dynamique-là, et beaucoup à l'échelle locale en Auvergne, parce qu'on est basé à côté de Clermont-Ferrand. Et on fait ce qu'on peut à notre échelle. Et voilà. Et donc 2000, ça a été. Je suis partie un an aux États-Unis en 2010, 2010-2011. Et après, j'ai recommencé, j'avais arrêté mon entreprise et j'ai recommencé en travaillant directement pour Anis Étoilé. Donc depuis, Depuis, tu fais ça. Depuis, je travaille avec Anis Étoilé sur la mise en place de tout un tas d'actions éducatives sur l'alimentation. Mais voilà, toujours les financements publics sont ciblés sur les publics en situation de fragilité plutôt. C'est-à-dire pas avec le public standard, enfin pas avec tout un chacun,
mais plutôt avec des personnes qui sont dans des situations particulières. Donc, soit en situation de précarité, soit âgés, en prison, enfin, les jeunes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Les jeunes. Bah, c'est un peu, faut occuper les gens, quoi. Faut s'occuper un peu des gens qui sont un peu abandonnés par tous les autres. Mais du coup, comment ça participe à faire changer la société? Ben en fait, aussi, moi, ce que je me dis, c'est que les personnes qui... Il n'y a pas que ceux qui ont une vie de famille tranquille, enfin, sans problème particulier, qui peuvent avoir accès aux informations, qui peuvent avoir accès à la manière dont fonctionne le système, quoi, une compréhension qu'on peut proposer du fonctionnement du système. Ça doit être accessible à tout le monde. Donc ça, c'est une Donc, bonne pour toi, chose. c'est une bonne chose pour C'est toi. une bonne chose qu'on puisse toucher tous les publics. Par contre, les publics qu'on va voir, c'est des personnes qui ont souvent très peu de moyens d'agir sur leur alimentation, la capacité de faire évoluer leur alimentation, même s'ils ont compris pourquoi ça peut être intéressant et les différentes pistes qu'il peut y avoir. C'est très difficile. C'est-à-dire, en fait, si on veut changer, il faut changer le cadre. D'abord, enfin, les conditions matérielles. Oui, les conditions matérielles. Sortir de la pauvreté. Oui, sortir de la pauvreté. Et puis aussi finalement, changer sortir le cadre. De la pauvreté, c'est vraiment un moyen de politique efficace. En fait. Ah bah oui, la base, c'est sortir de la pauvreté. Mais la base, ça veut dire partager la richesse. Sortir de la pauvreté, c'est qu'il y en a, ils sont trop pauvres parce que les autres sont trop riches. Oui, on a remarqué ça. Bah non, mais ils disent que c'est le ruissellement. Donc, quand ça va ruisseler, les plus pauvres vont mieux s'en sortir. Mais en fait, non. Parce qu'actuellement, les riches n'arrêtent pas d'accumuler. Et on est dans la guerre des riches contre les pauvres parce que les riches en veulent toujours plus, ils en ont toujours besoin de plus. Et donc, pour ça, la seule solution, c'est de ponctionner les pauvres, qui deviennent de plus en plus pauvres. Donc, aujourd'hui, fonctionnent les classes moyennes, le bas de la classe moyenne. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la galère, vraiment dans la galère. Et c'est vrai qu'une des solutions, enfin, une des solutions, la seule solution, c'est moins de pauvreté. Mais comment on fait maintenant? Puisque il faut partager la richesse. Mais oui, mais ils veulent pas. Bah, ils se l'accaparent de plus en plus, alors comment? Ben non, mais là, c'est la grande question. C'est la grande question. Comment on fait si tu me poses cette question? Il faut que les pauvres se révoltent et acceptent de comprendre que les riches les manipulent pour se battre entre eux plutôt que de s'attaquer directement à ceux qui profitent, qui exploitent la terre entière, dont les pauvres. Et puis surtout que arrêter de faire miroiter l'envie d'appartenir à cette classe. Ouais. Je te préviens qu'on termine la vidéo en chantant l'international, hein, quand même. J'espère bien. J'ai oublié les paroles, mais bon, c'est pas grave. Je te les rappellerai. Et du coup, voilà. Du coup, maintenant, tu me poses une autre question. Maintenant, là où t'en es aujourd'hui, quel bilan tu fais de tout ton parcours? Et puis, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que, avec toute ton expérience, qu'est-ce que tu as appris? Et quels conseils tu pourrais donner aux jeunes militants, militantes? Ce que j'ai appris, moi j'ai appris beaucoup de choses, mais ce que j'aime, c'est apprendre. Donc, moi, je me satisfais, entre guillemets, de ce parcours un peu sinueux, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré plein de choses. J'ai compris le mode de fonctionnement des bourgeois, la classe ONI. Du coup, en allant en classe préparatoire, là, en ayant des expériences un peu extrêmes, j'ai rencontré les gens les plus pauvres. Oui, je les ai rencontrés, j'ai fait des choses avec des gens très très pauvres dans la galère totale, sans avoir moi à partager cette vie-là au quotidien. Mais j'ai pu comprendre un peu des modes de fonctionnement de plein de gens différents, dans des cadres très différents, qui m'ont du coup enrichi, et permis d'avoir une vue, une manière de voir comment fonctionne le monde. Parce que la question que je voulais vraiment poser, c'était quel bilan tu fais, mais par rapport à ton rêve, en fait. À 18 ans, tu avais ce rêve. Et maintenant, où t'en es? En fait, tu as travaillé. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ton parcours, pour ce que tu as fait, parce que tu as gardé la flamme, quoi, toujours.
Et matériellement, ça s'est traduit matériellement, tu as sacrifié plein de choses, enfin, voilà, tu as vécu pour ton idéal, en fait, ou pour ton rêve, pour un rêve pour le monde. Et donc, ben maintenant, le bilan, c'est quoi? Arriver maintenant, et puis bon, il reste un peu de chemin devant. Ouais, maintenant, comme moi, je suis toujours insatisfaite et un peu défaut perfectionniste, là, j'ai l'impression de pas avoir fait grand-chose par rapport à ce que j'avais envie de faire. Ouais, Mais quand je regarde, ben, j'ai fait ce que j'ai pu au moment où j'y étais, en essayant de prendre plaisir à ce que je faisais aussi, d'être toujours c'est important, ça. dans vivre le moment, rencontrer les gens, apprendre ensemble, passer du bon temps ensemble, apprendre d'autres langues, pouvoir communiquer. Pour moi, l'essentiel, c'est le C'est plaisir, d'être je le vivant. trouve, avec les autres, Ouais, dans ouais. l'interaction avec les autres. Et par exemple, aujourd'hui, je fais beaucoup d'ateliers cuisine avec des personnes âgées. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais me faire chier à faire ça? Et en fait, pas du tout, je m'éclate à faire ça. En fait, parce qu'on est dans la rencontre, dans l'échange, on rigole, on s'amuse, on passe des super moments, quoi, d'échange, alors que, voilà, c'est tout simple, quoi. On fait la cuisine ensemble, on mange ensemble, on a de la joie ensemble, voilà. Et ça, c'est super. Donc, bah, c'est devenir plus humble aussi sur ses objectifs. À la fin, en fait, on peut pas tout seul changer le monde. Et puis, dans la dynamique Ah ouais, collective, t'as compris ça. ben, ça, c'est sûr, mais moi, Ouais. je pensais pas ça déjà. Ouais, Mais je voulais ouais. m'investir politiquement, mais j'y arrive pas, en fait, parce que j'arrive pas à rentrer dans un cadre. J'étais toujours déphasée en étant lesbienne, pas vraiment lesbienne, un peu trans, tout ça, mais quand ça se définissait pas comme ça, donc j'étais jamais vraiment à ma place. Et du coup, quand t'es pas vraiment, s'en va complètement à ta place dans ton corps, c'est difficile d'aller t'investir et représenter les autres. C'est surtout ça, je me sentais pas à ma place Mhm. pour représenter les autres. Du coup, j'ai essayé de m'investir en politique, mais ça a été quand même assez compliqué. Donc, je me suis investie dans la politique à travers notre action de travail. Donc, un truc dont je peux être fière, c'est d'avoir réussi à créer un travail qui me permet au quotidien de travailler pour mon idéal, c'est-à-dire construire, éduquer les gens, enfin éduquer, sensibiliser pour la construction d'un monde, d'un système alimentaire plus durable. Ouais. Et donc d'un système politique aussi, parce qu'on remet en question le système politique à travers ce changement de modèle alimentaire, donc qui permettent à tous de bien vivre. En fait, c'est ça. Euh, et du coup, le bilan, c'est que bah, faut quand même un peu se laisser porter par ses envies, quoi, ses envies, ses principes, mais en étant peut-être un peu moins dogmatique que moi je l'ai pu l'être. Ouais. Tu remets ça en question? Parce que j'ai eu des blocages à certains moments. Je me suis dit, par exemple, une école que j'aurais dû faire Ouais. tout au début, en fait. Je voulais faire agronomie tropicale depuis toujours. Et quand j'avais 16 ans, enfin, quand j'ai cherché ce que j'allais faire, mes études, tout ça, mes parents ne connaissaient rien du tout. Donc moi, j'ai cherché toute seule. Et à un moment, j'ai trouvé cette école, on faisait de l'agronomie tropicale. Mais c'était une école payante. C'était une école privée. Je me suis dit, non, je vais pas aller dans une école privée. Donc, j'ai pas cherché plus loin parce que c'était une école privée. Donc, je suis pas allée. Mais ma vie, elle aurait été complètement différente. Peut-être si j'avais fait cette école au départ. Je serais partie direct en Afrique, je sais pas où. Ça aurait été autre chose. Alors que là, je suis passée par prépa. J'ai vu la bourgeoisie puante de très près. Et toute l'élite, là, supposée élite, donc que je vois maintenant au gouvernement partout, ces gens-là, en fait, je les ai fréquentés de près à travers le passage par une école d'élite. Donc, j'ai pas peur des élites. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir aussi un diplôme dans notre système français, le fait d'avoir un diplôme d'ingénieur, ben moi, ça m'a légitimé et ça continue de me légitimer aujourd'hui pour pouvoir dire ce que je veux, où je veux. Alors que si j'avais pas fait d'études, ben, on n'a pas du tout la même parole, même si on peut avoir des bonnes idées, mais en fait, on n'est pas du tout écouté de la même manière. Donc c'est important de se donner les moyens, en fait. Se donner les moyens et après se donner la liberté de choisir, hein, et de pas accepter trop de compromis, quoi, quand même. Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça super, les jeunes, là, qui enfin se révoltent. Moi, je me suis révoltée tout de suite, mais j'étais révoltée et donc, j'ai pas de mérite, entre guillemets, avec mon éducation communiste libertaire. Moi, mon père m'a toujours appris à Se révolter. décider, à révolter. Et il m'a soutenu dans mes C'est révoltes, quoi même face à mon ton prof. éducation, la révolte? Ouais, c'est ça, un peu la révolte, de pas être d'accord et de dire haut et fort que je suis pas d'accord Ouais. et mettre en place autre chose de positif pour construire derrière. Aussi, c'est pas juste brailler pour brailler.
s'est braillé pour proposer autre chose de plus intéressant. Ouais. Donc c'est ça, hein. Ok. Et du coup, le bilan, c'est que on continue. Et maintenant, je me dis que c'est bien de sensibiliser tout le monde, mais ça serait bien d'aller se frotter de plus près à ceux qui ont les possibilités vraiment de changer. Ouais. Comment on fait Voilà. ça? Et du coup, moi, je pense continuer à travailler dans la sensibilisation, mais à travers euh, les interventions dans les comités d'entreprise, en plus, en lien avec les entreprises, les salariés d'entreprise, et puis le grand public en général, mais je pense plus les salariés et les salariés, les événements qui sont organisés en fait pour un peu les cadres aussi. Tu vois, toucher en fait plus les décideurs, essayer de voir comment on peut toucher les décideurs, c'est-à-dire ceux qui réellement ont un impact rapide sur l'évolution du système. Parce que, on a réussi à faire bouger le système, hein, tous, en s'y mettant. Quand on voit les AMAP, tout ce que ça a pu mettre en place, en œuvre. Moi, je vois entre 2000 et aujourd'hui, en 2000, il n'y avait pas du tout de bio. Moi, j'ai contribué à développer les repas bio en restauration scolaire. C'est devenu un truc normal. Il s'est même rentré dans la loi qu'il en faut 20%. Et là, donc, c'est vrai que ça a bougé en 20 ans. Et nous, on était un peu pionniers là-dedans. Donc, on a contribué à faire bouger ce système. Mais le système capitaliste est tellement fort qu'il récupère tout le temps tout. Donc, c'est là qu'on voit que nos idées, elles avancent, mais en même temps, elles sont toujours récupérées. Elles sont toujours récupérées. Donc, le système, il faut le transformer plus radicalement. Il faut prendre le pouvoir, hein, il n'y a pas d'autre solution, en fait. Hein. Alors, pour toi, il Mais faut prendre le pouvoir. pour moi, oui, il faut Comment prendre on le fait? pouvoir politiquement, parce qu'il faut changer le cadre. Pour changer, que les gens puissent vraiment changer, il faut changer le cadre. Aujourd'hui, il y a un gros souci, puisque on est en train de préparer l'arrivée de l'État fasciste. Hein. C'est la solution après le capitalisme qui s'écroule, c'est le fascisme pour pouvoir continuer à faire perdurer encore le système capitaliste. Donc là, aujourd'hui, la bagarre qui s'annonce est rude. Et ce qui se prépare, c'est la division du peuple pour que les élites s'en sortent. Et moi, je le vois très très grave. Donc pour moi, la priorité, c'est de retisser les liens avec tous les quartiers populaires. Il faut vraiment reprendre du Ils ont été plaisir à être rompus, ensemble. Ils ont été rompus, ce lien. Ils sont rompus depuis un Ouais. moment, quoi. Et nous, on travaille là-dessus aussi, à essayer depuis 20 ans. On est sur faire des ateliers cuisine, faire des trucs dans les quartiers, mais on voit qu'aujourd'hui, dans les quartiers, si tu manges pas halal, alors les uns vont manger halal, les autres vont vouloir bouffer du porc. Comment on fait pour manger ensemble? On peut même plus se retrouver pour manger ensemble. Même pour manger du poulet, on peut pas se retrouver pour manger du poulet parce qu'il faut absolument manger halal. Donc soit tu manges halal et on mange avec les musulmans, soit soit tu manges normal et tu bouffes entre les blancs là. Et voilà, et c'est grave quoi, c'est super grave et c'est instrumentalisé de tous les côtés en fait. Donc nous on est au milieu, on essaye de retisser les liens et on voit que dans les quartiers, les gens sont quand même vachement isolés, vachement entre eux et que on n'a pas d'espace où on se retrouve. On vit dans des mondes parallèles. À part certaines amitiés qu'on peut avoir, mais globalement, on ne se retrouve pas. Parce que un des moments essentiels pour se retrouver, c'est les fêtes à travers les repas. Dans la culture française, même dans la culture mondiale, on se retrouve beaucoup autour de la bouffe. Ouais. Et là, on peut plus se retrouver autour de la bouffe. Donc ça devient très très compliqué et c'est très instrumentalisé, cette séparation. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis c'est très instrumentalisé? C'est très instrumentalisé. C'est-à-dire d'un côté, tu as les islamistes qui manipulent certaines personnes dans les quartiers pour séparer encore plus. C'est-à-dire qu'ils ont imposé le halal, par exemple, qu'ils ont favorisé le développement du halal, alors qu'avant c'était sans porc. Sans porc, tu peux toujours manger ensemble, on fait du poulet, et voilà, c'est réglé. Mais si tu fais halal, il faut manger des animaux qui ont été abattus dans un cadre rituel. Et si les autres ne veulent pas contribuer à manger un animal qui a juste été égorgé et pas insensibilisé avant d'être égorgé, par exemple, on va manger ensemble. Et ça veut dire qu'on doit se mettre sur le niveau de... À moins de faire végétarien. À moins de manger végétarien. La seule solution, c'est végétarien, végétalien. C'est devenir tous végétariens. Voilà. Ça, c'est un des thèmes qu'on a discuté justement pour faire un repas en commun dans mon quartier, comme on va faire. Et on voulait développer
un travail ensemble pour voir comment on arrive à refaire un repas ensemble. Et bon, pour l'instant, en fait, on peut y accéder en demandant des financements, lutte contre la radicalité. Donc c'est un peu bizarre quand même. Parce qu'après, pour faire ce genre de projet, ben, il faut avoir des financements, ça demande du temps quand même. Et on pense que le travail associatif est comme ça gratuit, mais moi, je n'ai pas de parents millionnaires, hein. Enfin, j'ai pas de financement arrière, quoi, avec mon salaire pour vivre. Mon salaire Qui a jamais été très mirobolant. qui n'est pas du tout mirobolant pour le double ingénieur, mais qui aura à peine une retraite. Donc voilà, donc maintenant je me pose des questions sur comment je vais finir ma vie. Ouais. Alors, je pense qu'il faut redoubler d'énergie, le peu d'énergie qui me reste, redoubler d'énergie pour pouvoir continuer à sensibiliser, aller voir ceux qui ont plus de pouvoir, aller essayer d'agiter cela. Et puis, par ailleurs, ben, d'investir dans le domaine plus de l'habitat participatif, l'habitat partagé, tout ça, pour construire des espaces de vie en commun. Enfin, moi, j'ai toujours voulu vivre comme ça, mais maintenant, ça devient plus facile avec les réseaux sociaux, avec l'organisation à travers Internet, hein, pour se rencontrer, ça devient plus facile, plus simple. Et du coup, de construire des espaces de vie où on peut chacun de chez soi, mais en même temps partager des grands espaces en commun. Voilà, donc moi, j'ai envie de m'investir là-dedans pour pouvoir continuer à faire plein de choses ensemble. Donc, un de mes projets aussi, c'est de faire une conférence gesticulée autour de l'histoire du sucre. Ah ouais. Ouais. Peut-être lancer dans le théâtre. Voilà, je pense que je devrais me lancer dans le théâtre. Avant que mon cerveau ne soit complètement rabougri et que je ne me rappelle plus de rien. Ouais, Ça. d'accord. Bon, bah chouette. Peut-être la toute dernière question, c'est est-ce que tu as de l'espoir Grande question. pour sauver ce monde encore? Ben, je sais pas. Il y a des jours, je me dis, heureusement que je suis déjà presque vieille, Ouais. parce que je verrai pas la catastrophe. Mhm. Et puis, il y a des fois, je me dis, ben, il y a toute une partie de la jeunesse qui est en révolte et qui est bien consciente et qui a envie vraiment de faire autre chose. Il y a un mouvement quand même important, quoi, moi, je circule dans ce milieu-là, donc c'est vrai que je les vois, ces jeunes-là, je les rencontre et ils ont quand même la pêche. Bon, je les trouve un petit peu trop gentils des fois, un peu trop bienveillants. La bienveillance qui me fatigue. Moi, j'aime le conflit. Et, et du coup, c'est quand même réjouissant, quoi, de voir les jeunes qui se mobilisent, qui sont prêts à inventer tout un tas de choses, voilà. Mais à côté de ça, tu as l'ultra-consommation de partout, qui est largement dominante. Mais bon, c'est ce qu'on veut nous montrer tout le temps. Donc, quelle est la part qui va faire balancer, va faire pencher la bascule d'un côté et de l'autre? Je sais pas. Et les forces de l'argent sont tellement puissantes qu'on ne sait pas quelle crise va nous plonger dans un sens ou dans un autre. Et on n'a pas beaucoup la main là-dessus, en fait, hein. À part se préparer à vivre avec pas grand-chose. On est à la résilience, voilà, un grand mot aussi, la résilience. Préparons-nous aux crises, survivre aux crises. Adaptons-nous. Bon, depuis tout le temps, on s'adapte, hein. Nous, on est les reines de l'adaptation. On s'est adapté tout au long de notre vie avec pas grand-chose, donc ça sera pas trop difficile pour nous. Mais, mais c'est surtout cultiver la joie, en fait. Parce qu'il n'y a que ça, hein. Cultiver la joie. J'aime bien cette conclusion. Voilà. Cultiver la joie et essayer au moins de passer le temps qui nous reste joyeusement, à pas continuer à essayer de faire bouger les choses dans le bon sens, là où on est. C'est ça qui peut donner de l'espoir, hein. Enfin, c'est dans l'action qu'on trouve la joie. Si on fait rien, C'est dans l'action qu'on trouve la joie. ouais, bah oui, sinon, si on fait rien, on se résigne et en fait, on se morfond et c'est pas bon, quoi. Mais par contre, ce que je pense, c'est que quand on prend de l'âge, il faut aussi prendre soin de soi. On ne peut pas être dans le sacrifice, hein. Pour moi, c'est un autre truc très important. On ne fait pas les choses en se sacrifiant. Il faut faire les choses tout le temps en étant en phase avec ses envies, ses joies, sa capacité de vie, quoi, son envie de vie. Et c'est pas dans le sacrifice qu'on avance, quoi.
enfin pour moi, hein, qu'on contribue. Si on est bien avec soi-même et si on s'épanouit dans ce qu'on peut faire, là on avance et on contribue positivement. Mais si on est La joie comme moteur. la joie comme moteur, ouais. Ouais, la joie comme moteur. Ok, on va faire comme C'est ça. On va faire comme ça. Le moteur, allons-y. Yes!